Donc, dernière TEDx de la saison 2019-2020. Déjà, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin pendant toute cette année. On finit en beauté. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon. On finit en beauté cette année avec Olivier Jacques, que j'ai découvert à Agile en ligne cette année, parce que confinement oblige, on ne pouvait pas participer à l'ensemble des événements en présentiel. Donc voilà, sa présentation m'a énormément plu et je pense que ça va en plus être maître d'une énorme aide pour la suite, que ce soit au niveau pro ou plus perso. Donc voilà. Juste plus largement, qu'est-ce que la TEDx? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un événement qu'on organise, on essaie de le faire tous les mois. On a à peu près tenu à quelques greffes de transport près. Et voilà, c'est ouvert à tous ceux qui veulent, de près ou de loin, partager des informations autour de l'agilité, du DevOps. Ça peut être des retours d'expérience, ça peut être des informations théoriques, ça peut être aussi des, comment ça s'appelle, ce qu'on fait avec Alexandre Gouache à la rentrée, des ateliers. Donc voilà, c'est assez large. Si vous êtes intéressé par des sujets qui n'ont pas encore été présentés cette année, vous pouvez soumettre, vous avez notre petit lien TEDx, des idées. Et même si vous voulez tester ou même retester des choses en mode présentation, vous êtes les bienvenus quand voilà, c'est un rapport avec nos sujets. Alors, je reprends la main là-dessus. On remercie encore et toujours nos sponsors, même si ces derniers temps, c'est un peu plus lointain. Ah, vous ne voyez pas mon écran, c'est bien ce que je dis. Ça n'a pas changé. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi. Et là, ça reprend ou pas? Excusez-moi, un petit souci technique. Oui, c'est bon. Donc, nos sponsors qui nous ont accompagnés jusque-là, il y a eu même qui nous a énormément reçus ces derniers temps, la White Girls School aussi. On a Asensi et AppSitUp qui sont des ESN de la place de Tours, entre autres choses, qui nous ont énormément aidés aussi au niveau financier pour faire se déplacer les intervenants quand ils étaient en présentiel et pour nous payer un petit peu et à manger à la fin des interventions. Et Palo Altour, qui sont ceux qui nous ont mis en relation avec tous les acteurs de la place de Tours, notamment MAM et Welcome School. Donc, merci encore à eux. Donc, les précisions, voilà, la séance sera filmée, je vous en ai parlé. Malheureusement, la collation ne sera pas proposée. Par contre, rien ne vous empêche d'aller prendre une bière pendant que… Désolée, Olivier, tu présenteras. Les futurs événements. Alors, c'est toujours pareil pour nos petits copains d'à côté, Tour Jug et AFUB Tour. Je pense que c'est pareil, ils vont reprendre leur saison en septembre prochain. En attendant, à l'AFUB des Tours a lieu le 3 juillet sur toute une journée. Donc, si ça vous intéresse, les inscriptions sont encore possibles et gratuites. Et ce jour-là, on parle de beaucoup d'événements différents, beaucoup de choses différentes, notamment tout ce qui a rapport avec le PHP, mais aussi le monde du développement. Je vous conseille une présentation entre midi et deux sur l'agilité de Fanny. Voilà, si ça vous intéresse. Et nous, on reprend notre saison, donc 2020-2021 en septembre, avec plein de surprises, parce que comme m'a dit Stéphane tout à l'heure, il y a déjà des dates de Calais. Et que nous, on a déjà hâte. Donc voilà. On espère que ça vous plaira. Les contacts, toujours comme d'habitude, si vous voulez nous soumettre des idées, des avis, je pense qu'on fera un petit Rex aussi de cette année. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis voilà, pour le reste. On te laisse la main du coup, Olivier. Avec le partage. Et c'est à toi. Donc, je vais trouver le bouton. Voilà. Donc, écoutez, amis Tourangelles et Tourangeaux, je crois que je ne me trompe pas. Bonjour, donc je m'appelle Olivier. Et puis, donc je travaille à une société de service qui s'appelle DXC Technologies, qui est la composition, enfin l'assemblage de deux boîtes qui s'appelaient CSC et puis HP. HP est la partie service d'HP. Et donc je suis Distinguished Technologist et mon boulot, en fait, j'ai deux chapeaux. J'ai un chapeau
outillage de chaîne DevOps, on va dire, où j'équipe nous-mêmes en interne, nos 130 000 employés et 80 000 ingénieurs et ingénieuses pour qu'ils puissent délivrer rapidement, donc avec l'aspect outillage et puis aussi l'aspect formation à DevOps et changement de la culture et coaching DevOps. Voilà. Donc j'ai un peu ces deux chapeaux-là. Dans ce cadre-là, j'ai fait pas mal j'essaye de comprendre en fait comment, parce que DevOps en tant que tel, je crois que vous êtes des experts, mais en tant que tel, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Donc c'est vraiment juste pour améliorer nos résultats métiers et du coup améliorer la qualité, améliorer la fréquence de déploiement, enfin tout ce qui est important pour le métier, d'accord? Et du coup, dans ce cadre-là, il y a à peu près 2 ans, j'ai découvert un outil qui vient plutôt du monde Lean, qui s'appelle la cartographie de la chaîne de valeur, ou plutôt Value Stream Mapping en anglois. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est finalement ce que c'est que la cartographie de la chaîne de valeur et comment, dans le cadre du Covid, qui j'espère est derrière nous, j'ai été amené à le faire en distance, mais en fait, je pense qu'il y a des leçons qui s'appliquent à la cartographie de la chaîne de valeur, à ce workshop-là, à ce type d'atelier-là, qui en fait sont tout à fait applicables à d'autres types d'ateliers agiles et DevOps, qui avant, on ne pensait même pas qu'on pouvait le faire hors qu'à distance, hors qu'en présentiel, pardon. Donc, je pense qu'il y a au-delà de la cartographie de la chaîne de valeur, je pense qu'il y a des choses que j'espère que vous allez pouvoir, en tout cas, récupérer pour vous, pour la cartographie, enfin, pour à minima des ateliers en distanciel. Et puis, parce que je suis quand même pas venu les mains vides et qu'on m'a fait le plaisir de m'inviter, il se trouve que je vais présenter une conférence aussi virtuelle qui s'appelle le DevOps Enterprise Summit, animée par Jim Kim. Par ce biais-là, j'ai eu des passes gratuits et je vais vous faire gagner un pass. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 5. Je vais vous en faire gagner un. Par contre, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais bon, on va voir. Donc, je vous demande d'être un petit peu attentif et ça va vous permettre. Donc, c'est la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, non, mardi, mercredi, jeudi. Et c'est une conférence qui est, enfin, je ne sais pas si vous avez certainement vu des présentations de DevOps Enterprise Summit avec plein de gens super intéressants. C'est en anglais, donc voilà, je pense que ce n'est pas un souci. Mais voilà, je vous c'est super sympa. Ouais, non, avec plaisir. Voilà, donc du coup, j'en profite pour faire la pub de ma boîte. On est une société de service, on est très gros, on est les meilleurs. Voilà. Partons directement sur la cartographie de la chaîne de valeur. Alors en fait, du coup, on a fait cette présentation-là, et je l'ai modifiée et j'espère améliorer. On va faire un petit atelier pratique à la fin. Au moment vraiment, on était en plein confinement, on n'avait pas le droit de sortir. Et j'étais tombé sur des chiffres où en fait 4 à 7 travailleurs qui travaillaient encore à ce moment-là, qui n'étaient pas en chômage partiel, sur 10 sont au télétravail. Ce qui est un chiffre, c'est 40 à 70%, c'est démentiel. Et du coup, voilà, en France, effectivement, le télétravail, c'est devenu quelque chose beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le télétravail ont été obligés de s'y mettre par la force des choses, y compris moi-même. Moi, je travaille uniquement en présentiel, je vais au bureau tous les jours ou sur des sites clients tous les jours. Et télétravail, je ne faisais pas. C'était pas mon truc. Du coup, voilà, on s'est mis un peu tous au télétravail et la question c'est comment on adapte nos façons de travailler dans ce mode qui est en distanciel. Et donc, le sujet du moment, là, de la journée, de la soirée tout au moins, c'est le Value Stream Mapping, donc, ça s'appelle aussi la cartographie de la chaîne de valeur. J'ai dû chercher comment ça s'appelait en français, mais ils ont des super noms pour ça. Je pense que c'est nos amis québécois qui nous aident beaucoup. Et du coup, en fait, la cartographie de la chaîne de valeur, c'est quoi? Donc, c'est un atelier qui nous vient du monde Lean et dont le but est d'obtenir une vision claire d'un processus de bout en bout. D'accord? Et en fait, donc vous qui êtes dans l'agile et dans le DevOps, un des gros apports de DevOps, c'est de regarder et d'optimiser des processus, mais de façon systémique,
de bout en bout. D'accord? On va essayer de pas optimiser juste l'aspect développement et l'aspect CI/CD. On va essayer de pas optimiser juste pour les opérations. On va essayer de regarder vraiment en partant du client et toute la chaîne qui redonne de la valeur au client et d'optimiser tout ça de bout en bout. Donc, en disant ça, ça veut dire que certainement, ça va être plus pénible pour certains qui font du développement. Tu construis, donc c'est toi qui l'opères. You build it, you run it. Ça, pour les développeurs, c'est quand même moins cool. Mais en fait, si on regarde de bout en bout, ben, c'est quelque chose qu'il faut faire et c'est quelque chose qui a des gros bénéfices. Donc, une vision claire du processus de bout en bout. Grâce à ça, on va pouvoir identifier et pointer les contraintes, les choses qui posent problème. Et une fois qu'on a fait ça, démarrer et voire même continuer un processus d'amélioration en continu qu'on appelle le Kaizen. C'est pas nous qui l'avons inventé, hein. Encore une fois, c'est nos amis de Toyota qui ont vraiment ont basé toute l'amélioration de leur processus sur ce genre de pratique-là. Donc c'est ça qu'on veut faire avec une cartographie de la chaîne de valeur. Et d'habitude, ça, c'est une photo quelque chose que j'avais fait à Toulouse, une animation avec donc une cartographie de la chaîne de valeur. Donc une grande salle, des post-it dans tous les coins, des post-it partout sur les murs, des post-it sur les tables, plein d'idées partout. Et c'est ça. Ça, c'est vraiment les ateliers qu'on a l'habitude d'animer. Et en télétravail, c'est un peu plus, on va dire, moins sympa. En télétravail, c'est un écran. Ici, c'est en utilisant un outil qui s'appelle Lucidchart, mais on va parler des outils un petit peu qui nous permettent de faire ça, on va dire, en distanciel. Et comme Fanny l'a dit au début, arrêtez-moi, posez-moi des questions. Je pense que vous pouvez les poser dans le chat, dans la messagerie, je crois que ça s'appelle en français. Et puis, vous m'interrompez. On vérifie, on a un œil sur le chat, comme ça, tu n'es pas obligé de regarder, on t'interrompra quand il y aura des questions. Super, merci beaucoup. Donc, si vous regardez sur Wikipédia, parce que c'est quand même la référence de ce que c'est que la cartographie de la chaîne de valeur, le Value Stream Mapping ou VSM, donc c'est un outil parce que c'est vraiment une pratique qu'on utilise et qu'on va essayer d'appliquer pour nous guider, je vais vous expliquer à quoi, qui nous permet d'identifier toutes les actions, donc d'un état initial, enfin d'un début de processus, toutes les actions qui nous mènent du coup à apporter de la valeur, vraiment apporter de la valeur client. D'accord. Donc l'idée c'est d'avoir regardé la cartographie, un value stream mapping, c'est vraiment pour l'intégralité sur un ensemble complet, donc du client qui paye ou du client à qui on veut apporter de la valeur et retour au client qui paye. D'accord. Donc on va essayer de ne pas faire de cartographie de chaîne de valeur ou de VSM juste pour optimiser le développement ou agile ou optimiser les opérations. D'accord. Ça va. On va suroptimiser un silo. Et comme vous savez, c'est pas quelque chose qui est. Donc le but de cette cartographie, c'est d'obtenir une vision simple et claire du processus, et puis derrière, en obtenir des gains. Donc, ce qu'on va essayer de voir, mais je vais vous le montrer sur un exemple, parce que c'est quand même plus sympa de parler d'exemples. Si tu peux aller sur des exemples, c'est de voir vraiment les contraintes, c'est-à-dire dans l'esprit Lean, donc Six Sigma et ce genre de pratiques-là, les contraintes, c'est finalement qu'est-ce qui nous dérange le plus et là où on perd le plus de temps, et c'est ça qu'on va essayer d'identifier et c'est ça qu'on va essayer d'améliorer par la suite. Alors, les exemples, vu que je suis un peu gourmand, mais c'est bien, la caméra, elle est vachement bien cadrée, on ne voit pas le bas, donc c'est super. Mais value stream mapping, par rapport à ce que me dit mon pâtissier, voilà une value stream map, une cartographie de l'existant, d'une chaîne de valeur pour un processus qui est j'ai envie d'un gâteau, je vais chez mon pâtissier et je rentre à la maison et je mange ce gâteau et je le partage avec mes amis ou avec ma famille. D'accord. Donc ça commence comme ça, donc une ensemble de boîtes de processus où ça commence par nous, c'est-à-dire le client qui va payer. Du coup, je me dirige vers ma pâtisserie préférée, je choisis mon gâteau.
Je vais attendre, donc ça c'est une queue, ça veut dire que je vais me mettre à la file indienne, donc avec 2 mètres de distance, pour pas pouvoir passer en caisse. Mais je vais interagir avec les pâtissiers pour choisir ce gâteau-là. Donc, ça va me prendre du temps. Je vais hésiter un peu. Je vais regarder pour prendre pas trop de crème pâtissière parce que c'est quand même pas super. Et du coup, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ça va être quelque chose aussi qu'on va vouloir illustrer dans la chaîne de valeur. Je vais ensuite faire la queue pour passer au paiement. Donc, hop, je me réaligne dans la deuxième queue du paiement, après m'être aligné dans la queue pour choisir mon gâteau. Je vais discuter avec les caissiers. Et puis, une fois que j'aurai payé, je vais rentrer à la maison, déballer, découper déballer, je ne sais pas si c'est comme moi, mais ce fameux scotch là qui est au-dessus de la boîte, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Il faut besoin de scotch. Mais, déballer mon gâteau, découper et enfin le partager avec mes amis et déguster. Ça, c'est en gros les différentes étapes du processus. Et quand on fait une cartographie de la chaîne de valeur, on va s'attacher à identifier ce qui relève de la valeur ajoutée et ce qui relève de la non-valeur ajoutée. D'accord ? Donc, choisir le gâteau en lui-même, ça me prend 1 minute. Et vraiment, ouais, je suis concentré. Et pour moi, ça, c'est de la valeur ajoutée parce que je veux avoir le bon gâteau. Ce qui va être de la non-valeur ajoutée, c'est peut-être se déplacer, avancer devant la vitrine et attendre dans la queue pour pouvoir accéder à cette vitrine, ou alors voire même du passage en caisse. Donc ça, 4 minutes ici où je perds un petit peu du temps, enfin bon, c'est vraiment pas de la valeur ajoutée. Le passage en caisse, oui, il faut que je paye, donc ça, je vais considérer ça comme de la valeur ajoutée. L'aspect paiement où je fais la queue pour, encore une fois, pouvoir passer en caisse, ça, c'est pas de la valeur ajoutée, donc 6 minutes de perdu ici. Le paiement en lui-même, 2 minutes, ok, ça c'est de la valeur ajoutée. Je rentre, donc je suis à pied, donc ça me prend 1/4 d'heure pour rentrer. C'est pas, voilà, si je pouvais me téléporter, ça serait vraiment idéal. Je déballe, je découpe, ça c'est de la valeur ajoutée parce qu'on va pas se servir avec les doigts. 5 minutes où je me pose la question, je vais peut-être allumer une bougie pour fêter mon anniversaire, c'est pas vraiment de la valeur ajoutée. Et puis on déguste, et là c'est de la vraie valeur ajoutée. Donc, on sépare les deux. Donc, on a identifié les différentes étapes du processus. On a identifié ce qu'on appelle différentes choses qu'on va appeler de la perte, ou alors on va appeler ça du waste en langage lean, comme par exemple des queues, ou alors du rework, c'est-à-dire qu'on va hésiter et refaire les choses. Comme par exemple, là, c'est pour rechoisir le gâteau et passer un peu plus de temps là-dessus. Mais c'est des choses qui ne sont pas vraiment utiles, d'accord ? Donc, on va essayer d'identifier ces endroits-là, là où ça va créer ce qu'on appelle de la waste, enfin des déchets, d'accord ? Et ce qu'on veut, c'est éliminer les déchets pour avoir un processus le plus optimum possible de bout en bout. Donc, les queues, ce qu'on appelle le rework, enfin retravailler les choses, ça, ce sont des déchets, d'accord ? Donc, on calcule notre temps de cycle. Donc, il y a 2 métriques qui vont être intéressants pour nous. Le temps de cycle qui est en fait la somme de la valeur ajoutée et de la valeur non ajoutée. Okay, là, on a un temps de cycle de 42 minutes. Et une efficacité du processus qui est très théorique, mais en gros, c'est la valeur ajoutée sur le temps de cycle. Et là, on a une efficacité de 29%. Bien sûr, on ne va pas vouloir arriver à 100%, surtout sur une activité comme ça qui est beaucoup de plaisir. Mais bon, l'idée, c'est de nous donner une idée du processus de bout en bout. D'accord ? Et ça, quand on le fait avec des vrais processus et pas que de la pâtisserie, je vous montrerai vite fait des exemples dans lesquels j'ai masqué le nom des clients et les différentes étapes du processus, mais ça va donner des processus qui sont assez complexes, mais qui généralement, quand on monte ça à la DSI, quand on monte ça au gestionnaire ou au responsable du projet ou d'une chaîne de valeur, c'est waouh! Je ne savais pas qu'on passait la moitié de notre temps à se poser la question qu'est-ce qu'on allait mettre dans notre version. Je ne savais pas on attendait qu'en fait d'avoir un environnement de développement disponible, parce qu'on n'en a que 2, on a 30 développeurs, mais en fait finalement on a créé une queue énorme pour avoir nos environnements de développement. D'accord ? C'est bête, ce sont vraiment des choses que l'on sait et qu'on intuite parce qu'on sait qu'on travaille là-dedans,
mais pour les gens qui sont un petit peu déconnectés de ce qui se passe dans la réalité, il y a vraiment cet effet waouh de dire mais bon sang, mais c'est bien sûr. D'accord. Donc c'est bien le but de cet exercice-là, c'est de donner de la visibilité sur ce qui se passe réellement. Donc, ce qui est important, si vous vous mettez à réaliser ça, c'est bien de réaliser, on veut documenter ce qui se passe réellement, et pas ce qu'on imagine ce qui se passe ou ce qu'on a documenté, qu'on pensait que ça se passerait comme ça, parce que les gens ils vont suivre les processus et les procédures qu'on leur a dit de suivre. D'accord. Donc, c'est là-dessus que généralement on voit les différences. Donc, si on regarde notre Value Stream Map et notre cartographie en 4 étapes, la première étape, c'est comme ça que je conduis mes ateliers, c'est qu'on va définir une charte. D'accord. Donc ça, c'est important, c'est de la préparation. Ça nous permet de nous mettre d'accord avec la personne avec qui on engage, avec l'équipe avec qui on engage. Et le but de cette charte, c'est finalement se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Donc, on va préparer ça en avance. Ça n'a pas besoin d'être très long. C'est généralement 1 à 2 heures de réunion. La première chose sur laquelle on va se mettre d'accord, c'est quoi et pourquoi. D'accord. On va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut cartographier. Donc, on veut cartographier une chaîne de valeur précise, une application ou le paiement si on est dans une banque, ou voilà, un voyage client. Je ne sais pas si ça se dit ça, customer journey. Mais on va cartographier quelque chose de précis pour ne pas avoir quelque chose de générique qui va finalement elle va être hyper haut niveau. Enfin, c'est pas actionnable. On veut vraiment quelque chose de précis. Donc, cette précision-là, c'est quel est je vais essayer de zoomer pour rendre ça un peu plus clair. Quelle est la chaîne de valeur qu'on veut cartographier? Où est-ce qu'on démarre? Donc, la première étape et la dernière étape de la chaîne de valeur qu'on veut cartographier. Ce qu'on veut aussi définir en avance, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, les problèmes qu'on pense et qu'on intuite avoir, et puis qu'est-ce qu'on va vouloir améliorer, encore une fois à très haut niveau, parce qu'on ne sait pas vraiment, ou en tout cas on intuite, mais on n'est pas sûr. Mais par exemple, on veut améliorer la fréquence, on veut améliorer la qualité, on veut améliorer peut-être avoir moins, enfin l'efficacité de notre processus. D'accord. Donc ça, c'est le quoi et le pourquoi. Dans cette charte, on a aussi le qui, donc qui sponsorise, qui va faciliter, est-ce qu'on a de la logistique et du coup, est-ce qu'on doit prévoir une salle? Mais là, ça va ça va être les outils en l'occurrence. Pardon, la logistique, ça vient après. Mais qui participe? Quelle est l'équipe qui participe? Quels sont les sponsors? Et qui va être d'accord sur ce qu'on veut cartographier et l'atelier? La logistique, c'est quand, bien sûr, et puis avec quels outils et comment on va organiser. Donc, avant, c'était surtout le quand et surtout quelle va être la salle, etc., qu'on soit bien d'accord. Là, ça change un petit peu parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les outils et où est-ce qu'on va faire ça. Première étape, la charte. Deuxième étape, cartographie de l'existant. Bon, ça, on a vu comment ça se passait. D'accord. Donc ça, en face à face, en présentiel, donc l'étape d'avance, à peu près 1 ou 2 réunions d'1 heure pour se mettre d'accord. La cartographie de l'existant, ça va dépendre du processus. Généralement, c'est une journée. L'idée, là, c'est d'avoir un maximum de discussions. Il y a beaucoup de déballage, beaucoup de voilà comment ça fonctionne. Ah bon, je ne savais pas. Mais toi, tu le fais comment? Et là, comment ça se passe réellement? Et du coup, il y a beaucoup d'interactions. C'est beaucoup d'écoute pour le facilitateur et en même temps prise de notes et puis essayer de faire la cartographie au fur et à mesure. Donc c'est super d'être à deux là-dessus, mais bon, on n'a pas souvent ce luxe-là. Mais bon, avoir 2 personnes, un qui va faciliter les questions, qui va comprendre et qui va tirer les ficelles pour essayer de vraiment pas louper quelque chose dans les processus. Et puis une autre personne qui va plus faire la cartographie et faire, on va dire, dessiner les différentes étapes. Une autre façon de faire là-dessus, quand on fait la cartographie de l'existence, c'est de faire participer les participants eux-mêmes. C'est qu'eux-mêmes fassent les grosses étapes du processus et puis amènent la discussion. Donc, en tant que facilitateur, ça peut être quelque chose qui fonctionne bien. Je l'ai fait plusieurs fois comme ça. Une fois qu'on a fait la cartographie de l'existant, la 3e étape, c'est la cartographie de l'état futur. Donc, OK, on a vu là où on avait des contraintes, on va les identifier. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire au fur et à mesure. Et puis ces contraintes-là, on va essayer vraiment de les identifier, de les faire sortir et au fur et à mesure qu'on discute, de se dire « Ah, mais il y a peut-être une façon de faire autrement » ou alors peut-être ça, c'est complètement inutile comme processus.
vous donne un exemple là, sur l'histoire de ma pâtisserie et de l'achat de mon gâteau. Ben, peut-être que si j'avais distribué avant ma carte ou si j'avais fait des photos de mes différents gâteaux, déjà j'aurais peut-être eu, enfin le client, moi en tant que client, j'aurais peut-être eu une meilleure idée de ce que je voulais. De toute façon, je prends toujours des Paris-Brest, alors il n'y a pas trop de choix là-dessus, mais ça aurait peut-être donné quelque chose d'un peu plus précis. D'accord, il y a des idées qui peuvent arriver comme ça. J'ai vu un truc super avec le confinement et les mesures plus ou moins difficiles qu'on a à prendre, mais aujourd'hui, les restaurants, maintenant, ils ont un QR code et ils prennent la photo et on a la carte. Voilà, ben, ça, je trouve ça super. On peut même assez facilement passer la commande comme ça, quoi. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être améliorées parce qu'on n'y avait pas pensé avant et qui, finalement, les contraintes nous amènent des nouvelles opportunités, des nouvelles idées. Donc, on va identifier ce qui nous coûte le plus cher, les contraintes, et en tirer des améliorations possibles. D'accord ? Donc, c'est des améliorations qu'on va décrire en tant que Epic ou Story, que derrière, on va amener dans notre backlog, agile généralement, pour derrière pouvoir travailler dessus et générer de l'amélioration en continu. Parce que ça, c'est la 4e étape. Et en fait, c'est bien le but. C'est, OK, on a compris ce qui se passe. On pense qu'on veut aller là. On pense qu'on va vouloir améliorer et avoir un état futur. Et ben, derrière, il faut engager ce processus d'amélioration en continu qui est super important dans DevOps. Mais en fait, qui est juste, c'est un truc qu'on faisait depuis souvent, depuis très longtemps, le PDCA, Plan Do Check Act, le OODA Loop. Enfin, c'est des choses qui nous permettent d'améliorer et d'avancer et graduellement, de façon itérative, de converger vers la cible. D'accord ? Donc, ça, c'est hyper important. En fait, il ne s'agit pas juste de faire la cartographie, de se dire bah, super, on a fait un atelier, et voilà, c'est génial. Non, la vraie sauce, l'ingrédient secret, on va dire, c'est d'engager cette amélioration en continu. Voilà les 4 étapes. Donc, en face à face, eh ben, ça donne à peu près ça. Donc, ça donne des salles pleines avec des gens qui étaient vraiment concentrés, c'est super. Et puis, des post-it partout. Pour le matériel, on va dire, c'est assez classique, c'est la salle. Pour vous qui peut-être avez fait des ateliers comme ça ou des tableaux blancs, quand ça existe, généralement, on n'a jamais assez d'espace sur les tableaux blancs existants. Donc, on prend des feuilles, un truc qui est super, que j'ai acheté, qui est génial, c'est des feuilles de tableau blanc, mais électrostatiques. En fait, on l'approche du mur ou on l'approche de la fenêtre, ça se colle, et paf, on a un tableau blanc sur lequel on peut griffonner et que derrière, on peut enlever sans avoir à abîmer le mur. Enfin, c'est vraiment super, ça. Peut-être qu'un jour, je m'en servirai. Les marqueurs, bien sûr, et puis des tonnes de post-it. D'accord ? Donc, les post-it, il en pleut. On a des tonnes de post-it partout, tout le temps. En fait, c'est vraiment visualiser les différents processus comme ça. Ça donne des tonnes d'idées. Ça permet de comprendre ce qui se passe et de se dire, mais oui, effectivement, là, on passe vraiment beaucoup trop de temps. Et vous qui êtes des chantres du DevOps, des spécialistes et des experts, on a plutôt une tendance à se dire DevOps, on va faire de l'intégration continue, des livres en continu, de l'automatisation, du déploiement en continu. Peut-être que ce n'est pas forcément la chose avec laquelle démarrer. Peut-être que si on regarde notre processus de bout en bout, on a peut-être d'autres idées qui vont nous venir à l'esprit. Et c'est des vrais tableaux, je ne les ai pas inventés. Oui. Je ne sais pas si j'ai tout là. Oh, mais oui, peut-être que où est-ce qu'on démarre? Parce que nous, en fait, pourquoi on fait DevOps? On ne fait pas du DevOps pour du DevOps, on ne fait pas de l'agile pour de l'agile. On fait du DevOps au service d'une amélioration et d'une augmentation de la valeur. D'accord? Donc, la première question qu'on doit se poser quand on est dans ce métier-là, c'est de se dire, mais quelle valeur on va améliorer et où est le problème? D'accord? Et donc, c'est bien ça qu'on va essayer d'identifier avec cette cartographie de la chaîne de valeur. Et derrière, si on arrive à connecter ça avec, donc, on sait où on en est, et ça peut parler à la DSI, ça peut parler à assez haut niveau parce qu'ils comprennent que ce sont leurs processus à eux. Et derrière, si on arrive à connecter des recettes DevOps, donc
développer avec du trunk-based development, faire l'intégration continue, du TDD, enfin, toutes les pratiques auxquelles on peut penser, du blue-green, du déploiement bleu-vert, je ne sais même pas si ça se dit en français. Si on les connecte à ces besoins métiers, eh ben, on a gagné. Parce qu'en fait, avec une cartographie comme ça, on a un support et un sponsoring de la DSI qui devient super fort parce qu'on se dit oui, effectivement, c'est ça qu'on veut améliorer. Et derrière, on injecte nos pratiques agiles et nos pratiques DevOps et on montre qu'effectivement, on avait une façon de faire avant, on a changé la façon de faire et on a des gains qu'on peut mesurer. Ok, ça c'est en face à face. Maintenant, c'est un peu le titre du sujet du jour. Comment ça fonctionne en distanciel? Donc, je vous ai dit en face à face, c'est à peu près un atelier qui dure 2 jours et demi, 3 jours. La question, c'est on va passer effectivement d'un calendrier qui va être différent. Le calendrier du départ, c'est voilà, on a monsieur client, on a discuté, donc on se voit effectivement, on démarre lundi. On va faire cette cartographie de l'existant, on va faire un petit break, on va pouvoir manger à la cantoche ou au camion, au food truck. Le mardi, on va commencer à réfléchir ce qu'on peut améliorer, démarrer notre cartographie de l'état futur pour le mercredi, travailler sur les épiques, les stories d'amélioration qu'on va pouvoir délivrer par la suite. 2 à 3 jours. Et ça, voilà, on a pris les billets de TGV ou les billets d'avion. Et on a bloqué notre agenda, donc c'est peut-être une demi-journée de voyage, ça dépend où on est. Je suis sur Grenoble pour descendre à Paris, je peux être sur Paris à 9h du matin, mais bon, ça me fait partir à 5h. Donc voilà, on bloque nos 3 jours et on travaille comme ça. En distanciel, déjà, avoir 3 jours comme ça avec 8, 10 personnes, c'est dur, ça coûte cher. Il va y avoir des conflits d'agenda parce que oui, mais mardi, moi j'ai mon staff, ça tombe pas bien, voilà. En distanciel, on peut ventiler nos 3 jours sur plusieurs jours. On peut se dire lundi, mardi, mercredi, 2 heures, on va travailler sur la cartographie de l'existant. Semaine 1. Semaine 2, on va travailler sur faire un petit peu de brainstorm, cartographie de l'état futur. Et semaine 3, on travaille sur les stories d'amélioration et les épiques d'amélioration. On peut ventiler tout ça. Et en fait, ça c'est super parce que ça nous permet de travailler, de continuer notre mission normale. Ça nous permet aussi de s'accommoder des agendas de tout le monde. J'ai plus de facilité à planifier quelque chose comme ça, de ventiler, plutôt que quelque chose comme ça, en face à face. Même pour le vivre, hein, c'est moins… C'est moins intense. Voilà. Autant quand c'est 3 jours de formation, je sais pas, j'arrive à rester bien motivé. 3 jours d'atelier comme ça, c'est quand même plus dur. L'autre chose aussi, c'est que… Oui, pardon. Non, je crois que c'est fini. Pardon. Tu rencontres pas aussi un autre problème qui est d'arriver à voir tout le monde, même 2 heures sur 3 semaines. Tu parlais des agendas, mais il y a les agendas, il y a les congés, du coup, plus tu ventiles, plus tu risques, parce que si tu as un groupe de travail important, d'avoir peut-être pas toujours tout le monde et peut-être de devoir aussi réexpliquer, rattraper, parce que là, dans ton exemple, il y a 8 sessions. Par exemple, j'en loupe une de temps en temps et du coup, tu as toujours, ok, il faut que je refasse le brief de ce qu'on s'est dit la veille parce qu'en fait, vous n'étiez pas là. Tu n'as pas ce risque-là, Carrie? Alors, en fait, c'est assez rapproché, donc j'ai pas ça. Par contre, pour effectivement sécuriser l'agenda de tout le monde, ça peut être un petit peu… mais on le dit en avance, on dit, voilà, de telle heure à telle heure, c'est le meilleur créneau pour vous. Pour peu que ce soit une boîte un peu américaine ou un peu internationale où ils travaillent surtout l'après-midi en réunion, le matin, c'est des super créneaux. Donc, on fait du 9h, 11h et ça marche super bien. C'est vrai que ça dépend, d'accord, mais cette ventilation, on peut la faire ou pas, en plus. C'est juste que c'est un accordéon, quoi. Tu as moyen d'être beaucoup plus flexible. Alors que, de toute façon, en face à face, tu as payé ton TGV, ton hôtel, si tu t'as déplacé, il est un peu hors de question de ventiler, quoi. Donc, alors que là, c'est possible, mais on peut ne pas le faire.
Donc, l'idée aussi de la cartographie de la chaîne de valeur, enfin, quel que soit l'atelier qu'on fasse, d'accord? Quand on est en distanciel, l'idée, c'est quand même de recréer cette expérience. Et là, moi, je vous vois, enfin, pas tous, mais j'ai certains en webcam. Moi, ça me permet de recréer cette expérience de face à face. Quand on est face à face, il n'y a pas le choix, on ne va pas arriver avec un écran devant soi pour se planquer. On est là. Et du coup, l'idée, c'est de recréer l'expérience. Alors, pour recréer l'expérience, il faut de l'outillage. Parce que c'est la seule chose qu'on a, c'est de l'outillage. Donc, pour recréer l'expérience, l'expérience de la salle, ça peut être du Zoom, ça peut être du Teams, ça peut être du Google Meet, peu importe votre plateforme préférée. L'idée, c'est quand même d'avoir la webcam. D'accord. J'essaie de ne pas laisser l'option. Tout le monde allume la webcam quand on fait ce genre d'atelier-là. C'est important et j'y tiens. Et encore une fois, quand on est en face à face, en présentiel, on n'a pas vraiment le choix de se planquer de toute façon. Donc, c'est important parce qu'en fait, il y a beaucoup de non écrits qui passent, hein, même du non-verbal avec les émotions et qu'on arrive à capter quand on est face à face. Quelqu'un va dire bah, ça fonctionne comme ça, puis l'autre il se penche les lèvres, il dit et ben, ça on arrive à le voir. Je dis pas qu'avec Zoom ou Teams on arrive à tout capter, mais on en capte un peu plus. Donc ça c'est important. Première étape, la salle. Deuxième chose, c'est tout ce qui est tableau blanc et post-it. Pour ça, il y a pas mal d'outils. En fait, j'en ai essayé plusieurs. Il y en a qui sont plus ou moins bons. Alors, pour une cartographie de la chaîne de valeur en elle-même, on va dire que des choses comme même un PowerPoint qu'on partage, on partage l'écran, ou du Lucidchart qui nous permettent de faire des diagrammes, du Draw.io qui est un outil qui s'appelle maintenant diagrams.net, ça marche bien. Il n'y a pas de souci avec ça. L'aspect post-it, effectivement, Lucidchart, on arrive à faire, Microsoft Whiteboard, qui est une solution aussi. Et un truc que je trouve que j'ai découvert récemment, en fait, pendant le confinement, qui s'appelle Klaxoon, ils sont basés à Rennes, je crois. J'en suis sûr, qui est super. Je suis devenu un gros fan. J'attends que ça m'explose et que ça ne marche pas un jour, mais c'est super. Donc, on va peut-être passer un quart d'heure pour vous montrer si vous ne connaissez pas. Mais j'ai découvert que le monde de l'agilité en France utilisait Klaxoon comme des fous. Donc ça, c'est super pour l'aspect post-it et idéation, enfin récupération d'idées et brainstorm, etc. C'est vraiment un super outil. Il y a d'autres outils qui existent aussi qui s'appellent comme Mural. Pour les livrables, donc la cartographie en elle-même et puis du coup les idées, il y a plusieurs solutions. C'est vrai que moi j'ai utilisé un petit peu tout. Je suis en train de m'orienter vers ça. Bon, je suis pas là pour vendre leur sauce. Et derrière, pour tout ce qui est amélioration en continu, ça, on le gère dans le backlog. Donc, c'est toutes vos solutions agiles ou Kanban. Ça va dépendre des équipes, mais que vous utilisiez Jira ou GitHub ou GitLab ou Tulip ou Microsoft Planner. Enfin, peu importe. L'idée, c'est que les thèmes d'amélioration, on les capture et puis on les suit pour les implémenter par la suite. Donc ça se rajoute, on va dire, dans l'aspect planning standard du travail planifié. On a une petite question. Qu'est-ce que tu mets comme différence entre Mural et Klaxoon? Pourquoi Klaxoon, tu trouves ça mieux d'ailleurs que Mural, par exemple? Alors, en fait, ce qui est hyper important pour moi, c'est l'aspect vraiment échange et que ça soit hyper dynamique. Et que ça soit Mural ou Klaxoon, effectivement, tu arrives à mettre tes post-it, c'est vraiment bien foutu pour ça. Le petit bonus de Klaxoon, c'est que c'est pas qu'une question de post-it. On a des questions au fur et à mesure quand on avance. On se dit, tiens, et du coup, vous utilisez quoi? Mais ça, dans cette situation-là, vous pensez faire comment? Et à votre avis, ce processus-là, il est fait comment? Avec Klaxoon, il y a cet aspect question qui est un truc vraiment on va dire, un citoyen de première classe, qui est vraiment là, qui est super présent. Et cet aspect question, il est, je pense, mieux géré que dans Mural. Donc, on peut vraiment avoir des questions à la volée et puis d'avoir plein de résultats par rapport à ces questions. Je vais vous montrer quelques exemples derrière. Un autre truc avec Klaxoon que je trouve super bien,
on peut avoir des choses comme ce qu'on appelle des capsules ou ça s'appelle des présentations, des fois suivant le format. Mais ça nous permet de pousser des vidéos, de pousser des articles, des pages web, enfin, du contenu pour inspirer. D'accord? Et donc, plutôt quand on est en phase de trouver des idées, quand on est en phase de se dire, bah ouais, mais alors ça, comment on pourrait le faire? Et ben, moi, j'ai toute une collection de vidéos ou d'exemples de choses. Par exemple, pour expliquer ce que c'est que du blue-green, du déploiement blue-green. Pour expliquer ce que c'est que la gestion des revues pair à pair ou du test-driven development ou des choses comme ça. Donc, j'ai une collection de vidéos que je balance suivant les différentes choses qui arrivent pour essayer d'inspirer les gens pour que derrière, ils arrivent à penser à autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que si c'est juste basé sur les idées qu'ils ont ou ce qu'ils connaissent déjà, on va pas assez loin. Donc là-dessus, on arrive à pousser du contenu qui me paraît, on peut le préparer avec Mural aussi, mais avec, je sais pas, il y a cet aspect dynamique qui est super bien. Et autre chose que je trouve, enfin, je suis pas un vendeur de Klaxoon, donc je vais arrêter, mais un truc que je trouve super, c'est que je peux donner un QR code ou un lien très simple, et juste en tapant un pseudo, vous êtes dans l'outil. Il n'y a pas de je vais m'enregistrer, puis il faut que je confirme mon email et que je m'inscrive machin chose, et que derrière je me prends des tonnes de pubs, etc. Moi, mes clients, ils ne veulent pas se prendre de la pub. Donc, on peut juste avoir un pseudo et paf, on est dans l'outil et ça y est, on travaille, quoi. D'accord? Ou même, il y a une question, avec Klaxoon, on peut avoir, ça marche quand on est en distanciel, mais quand on est en présentiel aussi. J'affiche le QR code à l'écran de la question. On prend son téléphone, on clique et puis on répond sur son téléphone et paf, on a le contenu dedans. C'est vraiment fait pour être hyper interactif et que l'outil ne soit pas une barrière à l'échange et à récupérer des informations. Bon. Mais j'ai rien contre Mural, c'est une super solution. Donc, à quoi ça ressemble cette cartographie de la chaîne de valeur? Donc, ça, c'est un exemple qu'on a là. J'ai fait une vidéo en accéléré, en masquant, donc c'est normal que ce soit flou, c'est fait pour. C'est pas nos Mais voilà, on discute. Donc il y a des gens qui discutent en bas. Donc ça c'est Microsoft Teams pour ceux qui connaissent. Et puis vous voyez, j'ai pas réussi à leur faire allumer leur caméra, mais bon, allez. Et du coup on discute, on fait cette cartographie. Et comment vous faites? Et là ça fonctionne comment? Et votre lead time, votre process time, donc votre temps, la valeur ajoutée et le temps de non valeur ajoutée, c'est combien? Est-ce que vous avez une queue ici ou il y a une file d'attente, etc., etc. D'accord? Donc c'est on va dire assez classique. Là-dessus, c'est en utilisant Draw.io. Ça fonctionne pareil avec du Lucid Chart ou autre chose. La deuxième chose donc, l'aspect cartographie de la chaîne existante, de la chaîne de valeur existante, l'aspect cartographie de la chaîne de valeur future. D'accord? Donc ça, avec beaucoup comme là où j'utilisais Draw.io. Ici, là, c'est l'aspect, OK, on va essayer de trouver des idées. Donc, je vais vous montrer, comment on fait ça avec Klaxoon. C'est quoi? C'est on récupère des idées, des post-it, et puis on va essayer de classifier la priorité et voilà, maximiser la valeur avec le minimum d'investissement. Et puis, un autre outil qu'on utilise pour faire le suivi. Donc, ça, encore une fois, je vous ai dit, ça peut être du Jira, du GitLab, du Kanban, on va dire classique. Ça peut aussi être GitHub. Moi, j'utilise beaucoup GitHub pour travailler. Et du coup, ce sont des issues qu'on a, qu'on a ouverts avec quel est l'état courant, qu'est-ce qui serait vraiment génial de faire, où est-ce qu'on peut en être la prochaine fois qu'on en discute, disons dans 3 semaines, dans un mois, et puis les premières étapes qu'on peut accomplir pour avancer vers cette amélioration. Et tu arrives à fonctionner avec ça, avec des non-développeurs? Oui, parce que je considère que on est dans un monde c'est de la technologie. Et en fait, et là-dessus, alors les issues GitHub, c'est un peu trop simple, mais c'est simplissime. Donc il n'y a pas de problème, avec ça. Mais bon, c'est vrai que ça, on va dire que c'est une étape derrière, c'est-à-dire que tu as fait ta cartographie existante,
c'est un peu de brainstorm, ta cartographie future, et puis tu as eu des idées que tu as récupérées avec des post-it. Ben ça, c'est vraiment c'est un livrable en fait. C'est matérialiser, OK, qu'est-ce qu'on va vouloir améliorer et comment on va le planifier. Donc, que ce soit des issues GitHub ou des issues Jira ou peu importe ce que vous utilisez, c'est pas important, mais il faut utiliser l'outil qu'effectivement le client utilise, puisque ben, c'est ça qui va, on veut qu'il intègre dans son backlog. D'accord. Voilà. Alors, avant de passer à un truc un petit peu interactif, là, quelques points de réflexion. En fait, je me suis mis à faire de la cartographie de la chaîne de valeur à distance avant le Covid. Parce que pour réduire les coûts et puis parce que les clients commençaient à être un petit peu réceptifs à faire des choses à distance et pas forcément face à face. Et effectivement, ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien même. Et c'est même mieux parfois que d'être en face à face. Alors, je ne veux pas cracher sur le fait d'être en face à face en présentiel parce que j'adore les échanges. Mais quand même, ça peut être mieux pour l'inclusivité. Il se trouve qu'on a des gens qui ne peuvent pas voyager ou qui ne peuvent pas passer du temps au bureau. Peut-être qu'ils sont eux-mêmes en déplacement. Peut-être il se trouve qu'on a des gens qui peuvent avoir des handicaps. Et les post-it, ils ne les voient pas à l'écran. Sur le tableau blanc, d'accord. Non, ils ne les voient pas. Il faut qu'ils se rapprochent. Ou alors, ils ont des problèmes de vue. Donc, ça, avec des outils numériques, ils peuvent suivre un petit peu plus, voire même ils peuvent écouter et lire et suivre la discussion. Donc, c'est beaucoup plus inclusif. Et c'est quelque chose d'un peu bizarre, mais je trouve que le distanciel peut être beaucoup plus inclusif que le face-à-face. Et quelque part, ça peut être quand même super. C'est bien meilleur pour l'environnement, on le sait tous. Et puis, allez, j'ai écrit ça au moment du Covid, c'est meilleur pour la santé, mais on espérait que c'est derrière nous et que c'est plus un souci. À distance, les outils sont clés. Il faut se donner les moyens. Dans mes premiers ateliers, j'ai un peu sous-estimé ça. J'ai commencé avec du PowerPoint et du Skype pour Business. Et c'était pas évident. J'arrivais pas à avoir le retour et l'interactivité dont on avait besoin. C'était un peu toujours le plus haut gradé dans la salle qui parlait et les autres se taisaient. Et ça fonctionnait pas bien. Donc, je pense qu'il faut passer du temps pour trouver le bon outillage. J'aime beaucoup Zoom parce qu'on a tout le monde à l'écran. Et ça, c'est super. Teams arrive à ça et puis d'autres plateformes se mettent à ça. Ça, c'est important. Et puis aussi, qu'on ait des outils, on n'a pas besoin de s'inscrire, qu'il faut 1 heure de formation parce que faut cliquer là, etc. Encore une fois, on n'a pas forcément des gens qui sont, c'est ce que tu disais, Fanny, on n'a pas forcément des gens qui sont tous très techniques et on veut toutes les bonnes idées. Donc, avoir l'outil qui est la marche la moins haute possible, c'est vraiment intéressant. On va parler de fracture digitale. Quand on est à distance, il y a des gens qui ont de la DSL, il y a des gens qui ont la fibre, et ça se passe pas toujours pareil. Donc du coup, des fois, j'autorise à pas avoir la webcam, juste pour gagner un peu de bande passante, mais il faut que l'outil fonctionne avec ça. Donc c'est vrai que si on peut éviter de partager l'écran, si on peut avoir tous notre propre version de ce qu'on voit du tableau blanc, des post-it, etc., avec des outils web qui sont peu consommateurs en bande passante, donc c'est pas juste partager tout l'écran ou avoir sa vidéo en plein écran. Ne serait-ce que, par exemple, de montrer, imaginons que tu as fait ta cartographie et quelqu'un veut montrer une des X boîtes que tu as dessinées. Les outils collaboratifs, pour ça, ils sont géniaux parce que montrer sur son écran, toi, tu vois rien en face. Par contre, montrer sur un outil collaboratif, on sait tout de suite de quoi on parle. On n'a pas besoin de préciser 3e colonne, 2e ligne, tant de trucs. C'est ultra efficace. Encore un peu plus de pub. Alors, ils ne font pas tous, mais Klaxoon notamment, je sais que le site Charge le fait maintenant ou va le faire dans les prochains mois. C'est que tu peux dire, je regarde ça, et en fait, tout le monde va voir ça d'un coup. Et puis après, ils peuvent sortir et dire, OK, on regardait ça, mais je veux quand même voir ça, moi. Mais il y a cette espèce de moyen de dire, je vous montre ça, et tout le monde va voir la même chose. Ça, c'est vraiment bien.
Encore une fois, ils peuvent zoomer. Et je suis peut-être une fixette parce que j'ai des lunettes, mais tout le monde ne peut pas voir de la même façon. Que ce soit en distanciel ou en présentiel, l'ingrédient secret de la cartographie de la chaîne de valeur, c'est le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration en continu. C'est-à-dire de ne pas avoir juste une cartographie qui reste dans le placard, mais quelque chose qu'on utilise et qu'on actionne. D'accord ? Donc, il faut surtout penser à ne pas se limiter à l'atelier, aux 2 jours, aux 3 jours passés ensemble, mais derrière faire un suivi. Et même à la limite, si vous vendez une prestation, je ne sais pas dans quelle position vous êtes, mais mettons que vous vendez une prestation de cartographie de chaîne de valeur et que derrière, vous n'avez pas prévu ou il n'y a pas eu de budget pour ça. Je pense que c'est important de faire l'effort au moins de poser la question, vous en êtes où, vous avancez comment, est-ce que vous avez commencé à engranger des bénéfices, peut-être même juste par email, pour faire ce suivi et être pénible même sur ce suivi-là. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, essayer de se dire, de s'incruster dans la démo peut-être de la cérémonie, enfin du sprint, pour vraiment marquer à la culotte ce progrès-là, parce que c'est ce qui va vraiment être utile. Si on fait juste une cartographie, ça va rester dans un placard et ça n'aura vraiment aucun bénéfice. Et du coup, on se dira, je ne vais pas le rappeler parce que de toute façon, ça n'a rien changé. Oui, forcément, si on n'a pas suivi derrière par des actions, ça sert à rien. C'est ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'en fait, la cartographie n'est pas qu'un élément de démarrage en fait, du projet. C'est-à-dire que ce que tu dis, il faut qu'on la fasse vivre et voire même qu'elle évolue elle-même. C'est-à-dire ce qui est vrai au démarrage du projet, même, enfin, je parle de la cartographie cible, hein, celle qu'on a imaginée après les ateliers, en ayant fait la première, etc. Celle-ci, elle est vouée à vivre et il faut qu'elle vive comme on fait vivre en fait nos itérations projet de développement. Ce n'est pas que du bootstrap de projet. Quoi. Il faut avoir un rôle dans l'équipe qui permette de faire vivre cette cartographie. Ouais, alors c'est vraiment vrai. En fait, la cartographie, quand tu vas après, on va dire 3 mois d'amélioration continue, ça aura tout changé. Quoi. En tout cas, ça va vraiment avoir une autre tête. Et du coup, ça peut faire du sens de refaire une cartographie 3-6 mois après. Alors, tu vas pas le faire constamment. Je pense que c'est quelque chose qui est, mais tu peux dire c'est quelque chose qu'on répète plusieurs fois dans l'année. En tout cas, quand on a procédé à des améliorations. Juste un petit truc là-dessus, c'est que sur plusieurs cartographies, en fait, j'ai travaillé avec des clients pour lesquels ils avaient un processus très cycle en V. Waterfall, phase de design, on va bien sécuriser les exigences clients, et puis après, on va faire une phase de développement, cette phase de test, etc. Et puis on discute, et puis ça vient souvent dans un mode transformation agile et DevOps, on ne sait pas trop comment s'y prendre. J'ai dit, on va faire une cartographie, on va voir où vous en êtes, on va proposer des idées. Et bien, on fait ça, on fait la cartographie, super. Et puis, du coup, on propose des idées. Et ben, généralement, ça veut dire, on va passer en itératif. Et puis, on va mettre ça, si ça et autre chose, de Gilles et puis du DevOps. Mais du coup, la cartographie, elle n'a plus rien à voir. La cartographie de l'existant, la cartographie de l'état futur, on a juste tout explosé. On n'a plus de phases. Enfin, c'est des phases beaucoup plus courtes, etc. Du coup, je me méfie un peu parce que des fois, la cartographie de l'état futur est tellement différente, mais ça peut être un révélateur de se dire ah non, mais il faut vraiment qu'on change tout. Et du coup, la cartographie d'état futur, j'en ai dans ma besace qui ressemblent plus, qui correspondent plus à des processus agiles, des façons de faire itératives. Mais ça va pas être juste un petit changement, ça va être assez disruptif. Donc, vraiment, je pense que la cartographie, le VSM, c'est un atelier clé pour impulser une transformation et surtout, ça permet de, que ce soit en présentiel ou à distance, ça permet de ne pas amener de dire Agile et DevOps, Kubernetes, Docker, Jenkins, GitHub, blablabla, juste comme ça. D'accord ? Ça permet vraiment, pour moi, je trouve ça permet de relier les besoins, ça permet de relier les problèmes qu'on a à des pratiques qu'on va adresser avec de l'agile et du DevOps. Mais on part du besoin client, de la valeur pour notre client. Et c'est un vrai connecteur et c'est un vrai générateur de plus de sponsoring et voire même d'ouverture de budget parce qu'on se dit, mais non, mais effectivement, j'ai un problème, je le vois et du coup, on va pouvoir engager d'autres choses. D'accord ? Donc, je pense que
c'est un outil que je trouve super utile, qui marche très bien. Et puis, qui demande un peu d'expérience pour conduire parce qu'on a souvent il y a beaucoup de choses qui se discutent, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment utile. Et dans la littérature, vous le voyez de plus en plus, justement dans le DevOps Enterprise Summit qui arrive. Il y a plusieurs confs sur la cartographie, enfin sur le VSM du coup, c'est en anglais, parce que c'est vraiment quelque chose qui est devenu, c'est un peu quelque chose, un outil un petit peu enterré, mais qui, on va dire, qui refait sens quand on essaye de vendre de l'agile et du DevOps qui eux-mêmes ne se vendent pas. On vend de la vélocité, on vend de la valeur supplémentaire, mais on ne vend pas de l'agile et du DevOps. Enfin, peut-être que vous le faites, mais je ne suis pas sûr que ce soit une super idée. En fait, c'est quelque chose de très naturel qu'on fait quand on intervient justement pour sensibiliser les entreprises, soit à l'agilité, soit à DevOps. Et en fait, quand tu arrives, tu ne dis pas qu'est-ce que vous pensez comme solution pour améliorer vos process. Non, tu dis décrivez-moi l'existant et on va voir où est-ce qu'on peut appuyer plus ou moins facilement pour justement avoir un retour sur investissement, parce que quand même, il faut parler sous à un moment donné, surtout en prestation. Mais c'est vrai que c'est intéressant en ça, c'est que c'est tout ce que tu présentes, en fait, c'est assez naturel. C'est pas un truc qu'il faut se mettre dans la tête et qu'il faut se le marteler. C'est assez naturel. Donc ça va peut-être plutôt être un squelette ou une façon de faire qui va permettre d'articuler. Bon, on va faire un VSM, c'est une façon de se baser sur des choses ou de la littérature existante qui permettent d'articuler les choses. Voilà, donc alors je vous montrerai ça après. Ce que je vous propose, de renseigner sur la cartographie tourangelle. Ce que je vous propose, c'est du coup de regarder un petit peu dans Klaxoon comment fonctionne comment je fais pour l'idéation. Donc je vais vous donner un lien. Alors le chat. Everyone. Voilà. Donc vous devez avoir un lien. Vous pouvez vous rejoindre avec un pseudo. L'idée, c'est juste de vous montrer si vous ne connaissez pas ce genre d'outil-là et quelle valeur ça peut avoir. Du coup, on va jouer on est dans un atelier de cartographie de la chaîne de valeur. Je vous laisse vous rejoindre un petit peu. Tac, tac. Ah, super. Vous suivez. Bon, c'est facile, hein. Vous avez vu, on arrive sur l'outil, on tape un pseudo, paf, on y est. On ne se prend pas la tête, quoi. Donc, on va jouer on est dans un atelier de chaîne de valeur. On a travaillé sur notre cartographie de l'existant. D'accord. Donc ça, c'est un vrai truc, mais c'est pareil, je l'ai rendu tout flou pour que vous ne puissiez pas voir. Ce ne sont pas vos yeux, n'allez pas chez l'ophtalmo, c'est normal. Mais on a notre cartographie de l'existant. On a commencé à se poser la question de quelles vont être nos idées pour, c'est ce qu'on appelle des bursts ici, mais finalement, ce sont des idées de potentiel d'amélioration. Mais voilà, c'était au fur et à mesure qu'on avait la discussion, on a juste aggloméré ce genre de choses-là. Et le but, là, de cet exercice-là, c'est qu'on est, avant de créer notre cartographie future, réellement, on va commencer à se poser la question de quelles sont les contre-mesures, du coup, quels sont les thèmes d'amélioration qu'on va vouloir amener. Alors moi, quand je fais ça, vu quand même que mon fonds de commerce, c'est Agile et DevOps, avant, je leur parle de ce que c'est que Agile et DevOps. Et puis, on a des thèmes qui sont assez bien documentés avec des bouquins comme Accelerate de Nicole Forsgren et Jason Ball et puis Jim Kim, qui ont réussi à documenter je ne sais pas si vous connaissez le bouquin ou cette littérature-là, mais en fait, ils ont documenté voilà des pratiques, donc tous les trucs genre test automation, deployment automation, shift left and security, etc. Ces pratiques-là, on a documenté de façon scientifique que ça ramenait une meilleure performance au niveau de la gestion du logiciel.
Ça permettait d'améliorer ce qu'on appelle la Western culture. Enfin, c'est la cartographie, ça, pour une fois, des cultures qui sont génératives ou des cultures qui sont toxiques. Ça permet d'améliorer la satisfaction sur le boulot et ça permet de diminuer les burn-out. Ils ont vraiment travaillé là-dessus. Et Nicole, c'est un data scientist qui est excellent, qui travaille chez Google et maintenant elle travaille chez Microsoft. Donc, je te représente un petit peu le genre d'idées. Je les équipe avec, OK, c'est quoi DevOps? Bon, c'est pas que ça, mais en tout cas, des gros thèmes qu'on va pouvoir utiliser pour, du coup, générer nos contre-mesures. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble, en tout cas, en 5 minutes. Donc, c'est une matrice super simple, très connue. L'idée, ça va être de prioriser nos contre-mesures. D'accord? Donc, on a 2 axes. On a la facilité d'implémentation de c'est difficile tout à gauche à c'est super facile tout à droite à implémenter pour cette idée-là. Et puis, l'impact. D'accord? C'est un petit impact ou c'est un impact énorme sur notre cartographie de la chaîne de valeur. D'accord? Donc, première étape, et du coup, ça nous donne 4 quarts. Si on stoppe tout en haut à droite, et ben on est en pleine lucarne. Excusez-moi, j'ai utilisé du vocabulaire footballistique, ça me manque. En pleine lucarne. Niveau 2, on est OK, c'est un but, on est pas mal. Niveau 3, c'est quand même, on peut s'y intéresser, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on va commencer. On va garder ça pour les prolongations. Et puis niveau 4, on est vraiment carrément hors jeu. C'est difficile à faire et en plus, ça va avoir un impact minimum. D'accord? C'est un exercice standard de priorisation des différentes actions. Donc, ce que je vais vous demander, c'est vous allez voir, il y a un gros bouton qui s'appelle ID. Ouais, je pense que vous le voyez en anglais aussi. Et du coup, vous allez générer des idées pour améliorer la cartographie de la chaîne de valeur. Donc, allez, on va dire que le contexte, c'est vrai que je ne vous ai pas donné un contexte. On va rester dans le contexte pâtissier. Et vous vous souvenez, hein, j'ai acheté un gâteau, je fais la queue, je choisis le gâteau, je passe en caisse et puis je découpe mon gâteau, je le déguste. Donc, on va essayer de trouver des idées qu'on va classifier. Donc, ces idées-là, elles peuvent être des idées qu'on va mettre en classifiant niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. On a aussi des catégories. Donc, si vous regardez ce que je partage, mon écran, l'idée, c'est de voir, OK, c'est quelque chose qui va être à propos de l'automatisation, d'améliorer le processus, d'améliorer l'ingénierie logicielle. Ça ne correspond pas trop à ma cartographie de pâtissier, mais améliorer les façons de travailler ou d'autres catégories. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On va donc vous cliquez sur les boutons idées. Je vais vous donner 5 minutes allez, 3 minutes même, pour générer des idées. Et juste pour information, ça, tu le fais avec la version gratuite de Klaxon ou tu as une licence? Alors, j'ai une licence qui est en cours d'acquisition. D'accord. Est-ce que tu as des limitations du coup avec l'aspect gratuit? Alors, déjà, je trouve qu'ils sont généreux. Ils proposent 3 mois gratuits. Donc, tu peux avoir un animateur qui anime un atelier jusqu'à 40 personnes. D'accord. Et ça permet vraiment de se rendre compte de l'outil, quoi. Avec la version payante, donc tu peux avoir une collection d'animateurs, donc ça va dire, je ne vais pas parler de leur pricing, mais jusque 300 personnes qui peuvent collaborer sur un même board au même moment. Donc tu peux avoir des gros ateliers. Allez, je vous laisse réfléchir, je m'inquiète. Ça marche. C'est parti. C'est parti. Alors, pour déplacer les petites idées, juste pour préciser, il faut cliquer sur une petite main qui est en bas à droite pour ne déplacer non pas le tableau en entier, mais les petites notes. Merci.
des idées au top. Et comme quoi, hein, un simple use case peut donner plein d'idées. Le pouvoir de la foule. En attendant d'ailleurs, j'avais une question moi sur comment dire, les visios, enfin animer des réunions à distance. Tu disais que ça permettait aussi un peu plus d'inclusivité. Du vécu par expérience, c'est aussi une difficulté supplémentaire par contre pour le partage de parole. Tous ne se sentent pas déjà légitimes à l'apprendre et c'est quelque chose sur laquelle il faut faire très attention et en fait le facilitateur il a aussi peut-être ce rôle de distribuer un peu plus qu'en présentiel. Enfin, c'est vraiment vrai. En fait, ce que j'utilise pour ça, alors je trouve qu'on a un peu plus l'opportunité comme ça à distance parce qu'on peut faire des commentaires via du chat où là on se donne, ou alors on interrompt et on donne des ateliers comme ça ou hyper participatifs. Où en fait là c'est pas la personne qui est le plus haut gradé, enfin le plus haut gradé qui gagne. Là tout le monde fournit ses idées et ça peut être anonyme en plus, mais tout au moins on arrive vraiment à avoir un maximum de participation. Excellent. Voilà. Ok. Donc, merci pour votre participation. Donc, on a récupéré plein d'idées. J'adore vivre dans la boulangerie. Je crois que je vais garder celle-là. Donc, du coup, je vais rajouter un petit j'aime dessus. Du coup, on récupère les idées. On peut commencer à voter un petit peu pour elles. Donc, on peut avoir une phase. Moi, c'est comme ça que je procède pour bien sûr que le paiement sans contact, c'est hyper important. On va aussi, je vais relier ces deux idées-là qui sont très proches en tout cas. Donc, voter, ça permet de prioriser la chose. Et puis, et derrière, on peut aussi utiliser je pique l'écran, utiliser le temps pour poser des questions et essayer d'en comprendre un peu plus. D'accord. Par exemple, carte sur QR code durant la file d'attente. Je vais faire un double clic là-dessus et puis je vais poser une question. Donc on peut avoir différents types de questions. Une question standard, on va juste taper le texte et puis poser sa question. Et puis on peut se dire, un storming, c'est dites-moi en plus. Comment donc pour cet aspect QR code, comment on va vouloir avancer là-dessus. D'accord. D'accord, c'est un zoom. Ok. Donc là, je vous pose des questions. Je vous propose normalement c'est quelque chose que vous devez voir sur votre écran à vous, et vous pouvez taper des choses. Donc faites une petite phrase courte avec quelques mots-clés et essayez sur cet aspect, avoir une carte sur QR code durant la file d'attente. Comment on fait ça? On fait ça, il y a un mobile, c'est un site web, c'est une application. Allez, dites-moi un peu plus. Excellent. Donc, au fur et à mesure que vous rajoutez des choses, voilà, une affiche sur un panneau, je laisse un petit peu, genre dans 4-5 idées. Voilà. Donc, je récupère vos idées. Les autres peuvent voter aussi sur les idées. Effectivement, moi, j'aime bien l'affiche sur le panneau, ça c'est bête. On peut aussi avoir un nuage d'idées. Donc, pour les mots-clés qui apparaissent le plus souvent, avoir des choses on va dire, qui vont sortir. Alors, s'il y a 5 personnes, c'est pas super efficace, mais si on commence à avoir une quarantaine de personnes qui commencent à poser des idées, quand on a là, on a 3 idées, c'est pas, encore une fois, c'est pas très représentatif, mais quand on commence à avoir pas mal d'idées, ça nous permet de sortir des thèmes et derrière de pouvoir en discuter et de pouvoir tirer le fil. Ah, où le smartphone devient le super. Au fur et à mesure alors là, c'est marrant, ils ne font pas attention sur majuscules, minuscules. Peut-être que je leur propose quand même. Mais du coup, de sortir quelque chose qui
qui permettent qui sortent du lot, quoi. Voilà. Donc, et on peut préciser donc sur tous nos différentes idées un petit peu les choses. Et ce qui devient intéressant derrière, donc je vous demandais juste de regarder un petit peu mon écran, c'est que derrière, tout ça, on peut le récupérer. Donc ça, c'est la vue tableau, hein, d'accord, où on a tout avec les post-it, etc. On peut avoir une vue colonne où en fait, là, on a classifié les idées. Vous avez classifié, j'ai donné des catégories au départ, donc automatisation, processus, ingénierie logicielle, qui peut être intéressant. On peut grouper les idées par couleur. Donc là, c'est vraiment entre le niveau 1, 2, 3 et 4. Là. Et on peut aussi avoir une classification donc en liste. Enfin, c'est pas une classification cette fois, par contre. C'est un export global qu'on peut juste récupérer dans Excel pour pouvoir derrière réimporter dans Jira, GitHub, ce que vous préférez, pour s'en servir comme un livrable qui derrière va nous permettre de peut-être d'en faire un document Word, je ne sais pas exactement, mais disons que on peut exporter tout ce qu'on a récupéré pour derrière en faire quelque chose. Et une petite pensée à tous les animateurs qui doivent souvent faire des comptes rendus ou justement des documents de travail après. C'est très utile. Oui, c'est un autre intérêt d'utiliser du numérique, c'est que ça nous évite tout ça. Voilà. Voilà pour la présentation donc de la cartographie de la chaîne de valeur et puis de faire ça à distance. J'espère que ça vous a été utile. Je vous ai mentionné parce que c'est notre petit bébé, donc j'y tiens beaucoup. Je vous ai mentionné que je m'occupais de deux choses, l'aspect outillage et chaîne d'outils DevOps, et puis un aspect plutôt formation et formation sur tout ça. Et on a sorti un projet open source dont je me permets de vous donner le lien, qui en fait propose des modules de formation. Donc il y a une histoire, ça va être le sujet au fait de ma présentation avec Chris Wan sur DevOps Enterprise Summit. Mais différents modules qui tournent autour de DevOps. Et l'idée, c'est d'apprendre un petit peu comment DevOps fonctionne, enfin, quelles sont les différentes techniques. Donc là, on démarre avec 5 modules pour la gestion du changement, comment on fait la gestion en version, ce que c'est que l'intégration continue et comment ça fonctionne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on clique et quand on démarre un module, il suffit juste d'un navigateur web. Et puis, il y a une histoire, d'accord? Donc, c'est en anglais. D'ailleurs, vu que c'est open source, ça peut être super peut-être de le traduire en français à un moment. Mais on démarre un scénario et en fait, on se retrouve dans un environnement à nous, que je ne peux pas démarrer parce que je n'ai pas un code ici, mais dans un environnement à nous qui, à gauche, donne des instructions. C'est un environnement qui s'appelle Katacoda. Et puis à droite, il se trouve qu'on a un environnement complet. Donc là, c'est de la ligne de commande, mais pas que. On va avoir accès à GitHub et puis à l'applicatif qu'on opère ici. Et l'idée, c'est vraiment de montrer par la pratique les différentes pratiques DevOps. D'accord. Donc, c'est pas une vidéo. Vous êtes acteur. Il va falloir vous débrouiller pour résoudre les différents puzzles qu'on va vous proposer. Et l'idée, c'est de montrer un peu ça. Donc, c'est un projet open source. Je vous invite à regarder, au moins l'utiliser peut-être une fois, et puis peut-être que ça peut être intéressant et peut-être que vous seriez intéressé pour contribuer à ça. Voilà. Ce n'était pas le sujet de la conversation. Non, mais par contre, je te propose de revenir l'année prochaine pour le présenter, du coup, oui. Si tu veux bien. Parce que nous, ça nous intéresse beaucoup. Avec plaisir. Ça marche. Avec plaisir. J'avais une petite question qui me trottait du coup, pendant ta presse et je voulais te laisser finir pour voir s'il y avait une réponse. Mais du coup, je te la posais. Quand on a une équipe agile ou qu'on commence à réfléchir au DevOps, on a souvent des rôles assez forts dans certaines équipes. Par exemple, le rôle de Product Owner et de Scrum Master si on va vers Scrum pour l'agilité. La VSM, en fait, quand c'est pas un consultant externe qui vient et qui le fait,
le profil idéal en fait dans une équipe comme ça. C'est le PO qui doit le prendre à bras le corps et dire je vais le faire et puis ça va créer ma backlog et ça va l'alimenter. Est-ce qu'on peut détacher un rôle comme ça? Ouais, alors en fait, ça peut être le PO parce que pour lui, en fait, en tant que responsable du contenu et en tant que responsable de ce sur quoi il veut, enfin, comment il va prioriser son backlog, c'est important qu'il ait une vue. En tout cas, je pense généralement c'est le PO qui va déclencher ça. Donc, s'il peut l'animer, super. Après, généralement, enfin, tu as vu comment se passe l'atelier, c'est généralement tout à fait dans le camp d'un coach agile. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est tout à fait le genre d'atelier qui peut animer, mais effectivement sponsorisé par le PO. Donc, ouais, je pense qu'entre si tu es coach agile ou coach DevOps, c'est le genre de truc qui est une corde à ajouter à ton arc. Et puis sinon, bah, en tant que PO, ça peut être quelque chose que tu peux faire. Et puis ça peut se faire, on va dire, sans chichi, sans que la cartographie elle soit super belle avec tous les trucs. L'important, c'est vraiment de trouver là où il y a le plus gros souci, là où il y a le plus grosse contrainte. Donc, on va dire que c'est un peu compliqué à faire, mais ça peut se faire sans avoir une grosse expérience d'avoir conduit, sans être le spécialiste de la cartographie, quoi. Donc, ouais, PO, coach agile. Il y a d'autres questions Il y a beaucoup de merci. Ah, j'ai des merci. Oh, vous êtes gentil. Je pense que tu as été très clair et puis on t'a posé les questions au fur et à mesure, on s'est permis. Merci à toi en tout cas d'être venu parce que ça s'est fait un petit peu rapidement. Oui, alors attends, je vous lâche pas comme ça parce qu'au départ, je vous ai quand même promis un ticket gratos pour le DevOps. Donc, il ne manquerait plus que je le fasse pas. Alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder, est-ce qu'il n'y a pas… ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Si, je sais. Les critères de sélection. Non, mais je suis désolé parce que c'est pas faire puisque je ne l'ai pas donné au départ. Mais si je l'avais donné au départ, vous n'auriez eu que ça en tête. Oui, c'est vrai. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre celui ou celle qui a donné le plus d'idées. Je suis un petit pivot là, je suis un dingue. Steph. C'est moi. Voyons. Ah, voilà. Bon, je suis désolé, je vous avais pas donné les règles avant, c'est pas très fair play, mais voilà. Donc, je t'enverrai ce qu'il faut pour que. Si. Alors, est-ce que ça t'intéresse? Sinon, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Je suis en plein dedans, donc ouais, ça m'intéresse. Après, effectivement, je pourrais en gentleman, puisque je suis organisateur de TEDx, dire que je le redonne, mais il y a conflit d'intérêt, corruption. Oui, voilà, c'est ça. C'est que je pense que ça va crier au scandale, mais on va arrêter l'enregistrement. On va arrêter l'enregistrement. Ça m'intéresse plus que beaucoup. Oui, non, en plus, je peux y parler. Je suis disponible. Donc, voilà. Bah, si tu es dispo, du coup, je crois que c'est mardi, mercredi, jeudi. Ouais. Après, pour les autres, c'est pas super grave quand même parce que le contenu sera disponible par la suite, mais il sera disponible qu'à partir d'octobre. Donc tous les talks sont enregistrés. Hein. Mais en tout cas, voilà, tu auras une petite longueur d'avance. Tu auras 3 ou 4 mois à bénéficier des connaissances avant. Tu pourras faire un résumé au prochain TEDx. Je pense que c'est peut-être pas bête. Ouais. Ah, super, super. Ok, donc je t'envoie ça. Ouais, ok. Bon, c'était top. Il y a juste une petite question, on est passé à côté. Je ne voudrais pas que la personne reparte sans. La formation de Dojo DevOps est compatible pour les profils non techniques? Ah, c'est une super question. Alors, telle qu'elle est là, c'est-à-dire que nous, en interne, on n'a pas sorti tout en open source. On a 16 modules et c'est moitié culturel, moitié technique. Parce que DevOps, c'est loin d'être que du techos. Et du coup, telle qu'elle est là, elle est quand même plus technique que pas. Maintenant, ça dépend dans quel rôle vous êtes. Si vous êtes dans un rôle de leader ou dans un rôle de coordinateur, quelqu'un qui a besoin au moins de comprendre ce que c'est,
enfin, c'est l'opportunité de pratiquer sans avoir à installer un machin, un bidule, un truc. Tout est là, tout est prêt. On essaye d'expliquer avec une histoire. En fait, ce qu'on fait avec cette histoire-là, c'est quoi? C'est en fait quand on apprend, qu'est-ce qui se passe? On se dit, ben moi je suis là, je suis product owner. Et ben je sais pas trop ce que ça veut dire que DevOps pour moi. Où je suis dans la sécurité, je suis Selma là en cyber security, je sais pas trop ce que ça veut dire DevOps pour moi. Donc l'idée du dojo en ligne, c'est de on va essayer de te mettre dans une case et tu vas essayer de trouver ta case et derrière on va t'emmener dans l'histoire et de te montrer ce que ça veut dire pour toi. Donc on a essayé de le faire c'est technique quand même, mais on essaie de faire le moins technique possible pour qu'au moins on ait une opportunité de toucher ce que ça veut dire et peut-être dans un rôle de leadership ou de management pour essayer de comprendre ce que les équipes à travers quoi elles passent et pour développer un peu d'empathie et pouvoir les supporter dans leur transformation. Donc en tout cas, je suis très preneur du retour suivant ton rôle et voir si on peut améliorer la chose. C'est l'opportunité d'aller au-delà du livre blanc, du bouquin, du machin et de toucher les choses sans que ça soit trop compliqué. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Peut-être qu'on y arrive. Très bien. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Merci Je pense qu'on peut enlever les micros et puis applaudir comme on fait en présentiel. Merci. Et puis, du coup, notez prise pour le prochain rendez-vous en 2020-2021. Voir quand est-ce qu'il y a les dispos, tout ça. Et qu'on puisse faire visiter Tours. Bah oui. Qu'on t'accueille vraiment à Tours. Grenoble-Tours, c'est direct. C'est direct, ouais. Ouais. Ça fait super bien. Au pire, s'il faut aller à Grenoble, je viens me sacrifier. Ou alors, on se voit en mois de février à Grenoble. Ok. Merci encore beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Bon été. Et puis, à la revoyure. Bonnes vacances. Profitez-en bien. Pour ceux qui ont des vacances. Pour ceux qui ont des vacances. Et on se retrouve à la rentrée en septembre pour une nouvelle saison. Encore merci beaucoup, Olivier. Oui, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Ciao.